Mesdames et messieurs, bonjour et merci encore une nouvelle fois de nous recevoir sur les ondes de Beffroi Passion. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être au domicile et d'interviewer deux personnages nostalgiques de leur passé. Jean-Michel et Anne-Marie, qui ont voulu préserver, sauvegarder, comme il me disait Jean-Michel, une partie de l'héritage familial d'objets anciens. Voilà, bonjour Anne-Marie, bonjour Jean-Michel. Alors Anne-Marie, la plupart des objets que nous allons voir viennent de famille. Oui, on a eu le malheur de perdre deux tantes et donc on a récupéré tous leurs effets personnels qu'on a stockés. Et il y a 10 ans, on a décidé de remettre un peu d'ordre dans tout ça et de créer notre écomusée. Déjà, notre idée, c'était un peu de sauvegarder ce patrimoine qui, malheureusement, disparaît un petit peu à la fois. Donc, on a décidé, dans un premier temps, de récupérer. Et maintenant, on voudrait en faire profiter les gens. Donc, on a fait une petite installation. On a recréé un intérieur complet du style de 1900-1930. Et on essaye toujours, actuellement, de récupérer des choses qui, malheureusement, partent aux poubelles. Oui, que tu trouves en brocante ou... Trouver en brocante ou trouver, récupérer chez, malheureusement, des gens qui décèdent. Avant que ça s'en aille, quoi, c'est dommage. Pour nous, c'est très dommage de voir partir ce patrimoine. Oui, alors Jean-Michel et Anne-Marie sont aussi passionnés de voitures anciennes, donc voici l'attraction de monsieur. La 2 chevaux de madame, et aussi alors une plus ancienne, une trèfle de quelle année? 1925, qui est en cours de restauration. En cours de restauration, voilà un véhicule ancien. Voilà, bon ben après ça nous allons monter. Je vais vous inviter justement à aller voir notre petit trésor, notre petit domaine à nous là, qui nous plaît beaucoup. Venez donc chez nous, c'est la campagne. Venez donc chez nous, c'est un joli séjour. Venez donc chez nous, il y a du champagne, il y a de la gaieté, il y a de la joie, il y a de l'amour. Nous voici maintenant au cœur de l'écomusée de Jean-Michel. Je vais d'abord démarrer ici avec un peu de matériel qui nous a été confié aussi, qui concerne tout ce qui est médecine. Donc c'était le matériel emporté par un médecin de campagne, pour la plupart des choses. Donc vous pouvez voir ici des choses qui peuvent parfois faire peur, telle cette très belle seringue qui servait à faire les ponctions lombaires. Donc en vérité, il y avait une très longue aiguille qui vous était piquée dans la colonne vertébrale et on faisait une ponction lombaire avec. Donc c'est vrai que quand on voyait arriver ce genre d'instrument, c'était peut-être un petit peu de quoi faire peur. Et pour prendre au niveau de la colonne vertébrale un peu de liquide pour faire des analyses. Alors bon, au cœur de l'armoire, il y a plein d'autres choses qui sont toujours un univers médical. Bon, pour prendre la tension, pour prendre... les fameuses ventouses. Pour prendre des ventouses, voilà. Cette chose que je suis entre les mains et qui, oui, est très bizarre, ça servait à faire les lavements vaginaux. Ah oui. Voilà. D'où cette forme un peu particulière qui rappelle l'anatomie féminine. Exactement. Voilà. Exactement. Ah, il y a vraiment, quand on dit que c'est un musée, il y a vraiment de l'objet d'époque. Il y a de tout et on essaie vraiment de retrouver des choses qui sortent un peu de l'ordinaire en plus. Oui. Là, en l'occurrence, ça ne sortait pas, ça rentrait quoi. Mais... Ça rentrait. Alors ici, encore une nouvelle fois un objet ancien, certes, mais qui est toujours plus ou moins d'actualité. Oui, mais plus moderne, quoi. Un peu plus moderne maintenant. C'est vrai que c'était un objet à l'époque qui faisait quand même un peu peur. Bon, je suppose que certaines dames l'auront reconnu. C'était les forceps qui servaient pour les accouchements difficiles, pour sortir les bébés. C'est vrai que ça faisait un peu peur quand même de voir ce genre d'appareil. N'ayez pas peur, mesdames, tout ça n'est plus d'actualité dans cet état-là, tout au moins. Alors, derrière toi, Jean-Michel, il y a un autre univers. L'univers des menuisiers et des charpentiers. Donc vous y voyez tous les différents outils qui pouvaient être utilisés. C'est des outils qui ont été récupérés chez des personnes décédées, des menuisiers décédés. Donc toujours dans l'esprit de la sauvegarde du patrimoine. Il y a peut-être une expression que certains téléspectateurs connaissent qui est « faites chauffer la colle ». Une chose qui était souvent employée chez les menuisiers, un godin avec un pot dessus. Donc en vérité, il faisait chauffer une mixture qui était faite à base d'eau de porc,
des nerfs de porc, des nerfs de bœuf. Dans cette mixture, vous l'avez ici. Donc c'était réduit en poudre, en espèce de poudre. On faisait chauffer ça au bain-marie et on obtenait de la colle. Donc c'est pour ça qu'il y avait toujours un feu qui fonctionnait chez les menuisiers, hiver comme été, pour avoir une colle dite colle à bois. La température. Voilà. Après, ben, on a changé les choses, hein, parce que sont arrivés justement pour les menuisiers ce genre de petit appareil. Donc c'était un réchaud à alcool, toujours sur le même principe. Hein. On avait ici un petit bidon dans lequel on mettait ces perles de récupération, là, et on arrivait à faire chauffer pour avoir de la colle. Après cette explication technique sur la médecine et puis la menuiserie, un autre aspect donc du temps passé, Jean-Michel, l'éducation. Voilà, l'aspect scolaire, tel que c'était aussi à l'époque. Beaucoup de jeunes qui verront peut-être cette émission ne vont pas reconnaître grand-chose par rapport à ce qu'ils connaissent actuellement. Donc, en particulier, l'écriture qui se faisait à l'époque avec les porte-plumes. Vous voyez ici ce genre de porte-plume, donc c'était trempé dans l'encrier, avec différentes sortes d'encriers, suivant les écoles. Et on arrivait à faire des belles écritures. Vous verrez tout à l'heure ici des écritures qui ont été faites avec des pleins et des déliés, chose qu'on ne trouve plus actuellement. Donc pour les élèves assidus, ceux qui travaillaient très bien, une chose qu'on ne trouve plus non plus, c'est les bons points. Donc vous avez ici différents bons points qui, à partir d'un certain nombre de bons points, on obtenait des très belles images. Il y avait des élèves assidus, il y en a qui ne l'étaient pas vraiment, donc vous pouvez avoir ici cet élève qui malheureusement porte le bonnet d'âne. Ce genre de bonnet d'âne, hein, c'était vraiment pas terrible d'avoir ça sur la tête, mais je pense que ça faisait réfléchir les enfants et après ils se mettaient à mieux travailler. Quand on avait porté le bonnet d'âne pendant toute une journée, c'était pas rigolo. Donc je vais passer aussi à cette vitrine derrière là, où vous allez trouver pas mal de petits trucs sur l'école. Donc on y apprenait à l'école les mesures. Ici vous les avez pour les litres, décilitres, décalitres. Vous avez aussi après de quoi apprendre, vous le verrez, il faut aller là-bas très loin, au niveau des poids, vous aviez la balance. Et au niveau des mesures, on avait la chaîne d'arpenteur, donc qui servait aussi à mesurer les hectares et tout ça. Donc tout à l'heure on parlait des bons points et on va revenir justement à d'autres récompenses. Donc vous voyez ici les différentes cocardes, donc c'est ce qu'on avait quand on passait le certificat d'études. Vous pouvez y voir que nombre de cocardes sont au masculin, une seule est au féminin. Donc cette explication, je peux vous dire, très peu de filles malheureusement arrivaient au certificat d'études parce que beaucoup partaient en école ménagère. Donc en école ménagère, on y apprenait les différents points de croix, on y apprenait la cuisine, on y apprenait à faire le ménage. Donc vraiment, ce certificat d'études était réservé à une certaine élite de personnes. Je vais vous parler d'une petite chose que vous voyez ici, là. Donc à votre avis, Gérard, qu'est-ce que ça pouvait être, cette petite chose? Je ne l'ai pas vraiment vécu, mais enfin j'en ai peut-être un souvenir. Il me semblerait que ce soit une gamelle. Exactement. Pour emporter un petit casse-croûte. Donc c'est exactement, parce que les enfants parfois parcouraient de longues distances pour aller à l'école, parce qu'il n'y avait pas d'école dans tous les villages, et on emportait sa gamelle. Donc cette gamelle, elle était remplie à l'époque avec ce qu'on appelait du fricot ou d'autres victuailles. Que le fricot, c'était constitué de pommes de terre, du haricot et de morceaux de viande. Tout était cuit ensemble, en vérité. C'était mis vers 10 h par l'institutrice autour du feu. Et ça permettait de le faire réchauffer un petit peu à la fois pour qu'à midi, les enfants puissent manger. Il n'y avait pas de cantine scolaire, quoi. Donc il n'y avait pas de cantine scolaire. C'était l'improvisation, quoi. Donc les écoles, c'est pareil, c'était beaucoup de petites écoles. Oui, bien sûr, il y en avait quasiment dans chaque village. Mais les élèves qui habitaient dans des hameaux, il fallait bien qu'ils emportent, pour pas retourner le midi, ils emportaient à manger. Donc tout à l'heure, on parlait encore de récompenses. Des récompenses, on peut encore en trouver ici, pour les enfants qui étaient très sages. Oui, là, on aborde un peu le thème du jouet. On aborde le thème du jouet ancien. Le placard entoure sa porte, ça grince un peu. Et voilà que les joujoux sortent, sautant sans bruit sur le... C'est vrai que j'ai reçu quelques écoliers ici, quelques écoles qui sont venues voir, et l'étonnement des enfants était de voir que les jouets étaient très beaux.
en disant bah, à Noël, ils avaient de la chance, ils avaient des beaux jouets. Malheureusement, beaucoup d'enfants à Noël n'avaient pas de jouets. Le cadeau qui leur était offert souvent, c'était ça. C'était la fameuse orange. Voilà, c'était l'orange qui était du luxe pour oui. cette époque-là. Parce qu'à Noël, on est en hiver et avoir une orange en hiver, c'était... C'était du luxe. C'était du luxe. C'était beaucoup. C'était un très beau cadeau. Néanmoins, il y avait quand même bon, ces petits objets. Il y avait des jouets. Donc je reviens tout à l'heure à ce que j'ai dit. Ça revient à une certaine élite de personnes où il fallait être assez riche pour pouvoir offrir des jouets. Ou sinon, les jouets étaient fabriqués par les parents. Donc le papa, souvent, c'était des petites charrettes à tirer. Et la maman faisait des poupons avec des bouts de laine, des bouts de tissu pour que l'enfant puisse avoir quelque chose. Donc vous y voyez ici des jouets qui sont quand même assez anciens, comme ces fameux mécanos que tout le monde a connus, hein, les mécanos français. Vous avez ici un autre genre de mécano qui vient d'Allemagne, qui est à peu près la même chose, mais un peu plus sophistiqué que le jouet mécano français. Donc après, on y trouvait évidemment les petites poupées anciennes en tête de porcelaine qui étaient très très fragiles. Les soldats de plomb que vous avez ici. Les petites dinettes, évidemment. On y avait aussi des jouets pour pouvoir jouer l'hiver sur les tables. Vous avez ici le croquet de salon. On avait été jouer avec des grands croquets l'hiver, enfin l'été dans le jardin. Et l'hiver, on passait sur la table pour jouer avec des petits croquets de salon. Les jeux de société étaient aussi très recherchés parce que c'était des manettes qui comportaient beaucoup de jeux. Vous le voyez ici, vous avez le jeu de Monopoly, il y a le jeu de Dada, il y a la roulette, il y a pas mal de trucs. Hein. C'était vraiment le jouet très très recherché à l'époque. Ouais, c'est des jouets d'intérieur, ça, de toute façon. C'est des jouets d'intérieur. Pour les longues soirées de fin de saison. On aperçoit dans le fond là-bas ce jouet en bois un peu. Il semblerait que ce soit l'ancêtre du flipper. Ah ici oui, voilà. Ce jouet. Voilà, on lançait une boule. C'était le lancer de boule, c'était des jouets qu'on trouvait beaucoup dans les estaminets. Parce qu'à l'époque, on revient toujours dans les années 1900, pas de télévision, pas de radio. Donc souvent les gens se réunissaient entre voisins ou dans les estaminets pour jouer avec différents jeux et passer le temps. Parce que les soirées étaient très longues. Il y a notamment un jeu qui est assez célèbre, c'est le jeu de la grenouille. Le jeu de la grenouille. Qui est beaucoup plus grand. Là, il y aurait la place, mais... c'est un jeu qui actuellement est en restauration. Oui. Ah. On est en train de restaurer justement un jeu de grenouille. Ah, c'est une grenouille dans laquelle il fallait lancer une pièce, voilà. Et ça retombait en donnant des numéros, donc des points. Exactement. C'était un peu basé sur le même principe. C'était un peu la même chose. Donc vous y voyez ici un autre jeu qui est là. C'est toujours le même principe où il fallait jeter des petits pions à partir d'une manette, enfin d'une petite tapette qui est ici. Là. Il fallait refaire tomber les pions dans le truc. On y voit aussi ici des petites poupées. Donc là en vérité c'était pas des jouets, c'était des étrennes. Des étrennes qui étaient données, ici en l'occurrence, c'était une mercerie qui donnait ce genre de petits jouets pour les étrennes. Donc pour récompenser la fidélité. Et vous le verrez tout au long du reportage, il y aura d'autres choses que leur donner pour récompenser justement la fidélité des clients. Maintenant, ça ne se fait plus, quoi. Ça ne se fait plus maintenant. Oui, c'est dommage. C'est vrai que on avait connu cette époque avec les fameux coopérateurs. Oui. Où on collectait les timbres et qui nous permettaient d'acheter des choses. Oui, ou les docks. Et où les docks. Et les familistères faisaient la même chose. Ça fidélisait la clientèle. Ça fidélisait la clientèle. Là, c'était un petit peu sous forme de petits jouets pour les enfants. Voilà. Parce qu'en fait, ils attiraient la clientèle adulte par le biais des enfants. Viens un moment, je vais aussi t'acheter de ça, j'aurai une petite poupée, quoi. Exactement. Voilà, hein, Jean-Michel. De toute façon, c'était une façon comme une autre de faire rentrer cette publicité de magasin. Voilà, c'est ce qu'on appelait c'est ce qui s'appelle aujourd'hui de la publicité, mais qu'à l'époque, on appelait de la réclame. Donc vous pouvez voir ce genre de réclame. Hein. Là, justement, ça voyageait beaucoup parce que ça partait de l'école. Les réclames étaient marquées sur les règles. Et le gamin faisait passer sa règle à tout le monde et ça se diffusait. Sur les buvains aussi. Vous pouvez le voir aussi sur certains buvains, comme ici, en Velin, où vous voyez que la publicité passe partout. Et c'est une publicité gratuite. Oui, on voit juste à côté de ta main l'espèce de truc à bascule. Donne une petite explication. Voilà, moi je sais, mais tu m'expliques. Justement, ça c'était l'institutrice qui avait ça. Elle le passait parfois au niveau des tables. Donc on y mettait ce fameux buvard et c'est ce qui permettait de faire partir l'excès d'encre quand on écrivait.
à poil. C'est pour les femmes. Si on prend leur plume, si on prend leur poil. C'est pour les femmes. Elles voient. Eh bien maintenant, un autre sujet de vie quotidienne, le côté ménage, le côté surtout lessive, qui était bien entendu dévolu à la maman. Exactement. C'était la maman qui faisait. Bon, on parle tout à l'heure de lessive, on parlait plus de buée. Quand on y faisait la buée, c'était faire chauffer l'eau pour laver le linge. Donc vous y voyez ici différentes sortes de matériel pour nettoyer le linge. Donc on va commencer par la chose la plus simple, qui était cette planche et cette batte. Donc on faisait tremper le linge dans un chaudron, vous en avez un ici juste devant vous là. On mettait le linge dessus et on tapait avec la batte pour faire ressortir la crasse du linge. Donc on y mettait du savon évidemment. Hein. Donc après, si on était un petit peu plus aisé, on avait ce genre de planche qui est striée. Donc là, on ne tapait plus, mais on frottait avec une grosse brosse en chiadant. Vous en avez une ici, là. On frottait avec la brosse en chiadant et c'était déjà un peu plus facile pour nettoyer le linge. Donc on utilisait ce savon. Vous en avez ici différentes sortes, hein, différentes marques, du plus vieux au plus récent. Hein. Donc celui qui est le plus connu, je pense que c'est Sunlight. On appelait ça le Sunlight. Donc ça, c'était une marque qui avait été transformée. Hein. Donc vous avez ça, vous avez après, on pouvait amidonner aussi le linge, donc avec de l'amidon Rémy aussi, qui était fort connu à l'époque. On pouvait aussi, pour les bleus de travail, recolorer ces bleus de travail. Quand on commençait à avoir un bleu de travail qui commençait à pâlir, on utilisait ce genre de boules, les boules bleues, là, que je ne vais pas prendre dans les mains parce que ça tâche énormément. Donc on faisait tremper le linge avant, ça redonnait un peu plus de bleu au bleu de travail. Par contre, quand le linge blanc n'était plus très blanc, on utilisait ces boules bleues qui, elles, reblanchissaient le linge. C'est pas du tout les mêmes boules bleues. C'était une réaction chimique différente. Voilà, c'est une réaction chimique pour donner l'illusion d'avoir un linge plus blanc. Donc il y avait aussi ce procédé là pour laver le linge que vous voyez ici. On le trempait dans le bac, on faisait ça pendant un petit quart d'heure. Donc vous voyez le principe, hein. L'eau est aspirée par ici, elle repasse par les petits trous. Et ça faisait aussi un mélange d'eau. Ça servait à faire le mouvement pour laver le linge plutôt que de brosser ou de taper avec une batte. Et puis après est arrivé ces fameuses machines à laver. Hein. Alors là, déjà, c'est plus moderne par rapport au beaucoup précédent. plus moderne, hein. hein. Enfin, tout en restant d'époque. Ces machines à laver qui sont ici. Hein. Donc il suffisait de faire tourner la manivelle. À l'intérieur, vous avez des croisillons, des battes qui n'arrêtent pas de faire ce mouvement. Et ça battait le linge. Donc il faut savoir qu'une battée, ça durait facilement un quart d'heure, une demi-heure. À la main. À la main. Donc il fallait quand même déjà avoir des beaux petits muscles hein, pour faire cette buée. Donc ce linge, quand il avait battu pendant un quart d'heure, on le passait dans l'essoreuse que vous voyez ici. Donc c'est simplement deux cylindres en caoutchouc. On passait le linge au milieu et on tournait toujours avec cette manivelle pour essorer le linge. L'eau redescendait automatiquement dans la machine à laver. Donc le séchage, on pouvait le faire évidemment sur des cordes, ici, hein, comme vous le voyez ici, c'était tendu ou dans la maison ou dehors, quand c'était la bonne période pour le faire dehors. Ces passes à linge que vous voyez là, étaient souvent fabriqués par les maris. Que c'est pareil, c'était toujours des achats à faire, donc on n'était pas très riche à l'époque. Donc c'était fait dans du buis, c'est simplement refendu, et on passait le linge sur la corde. Le vêtement qu'on voit, c'est une combinaison d'époque. C'est une combinaison d'époque qui était déjà brodée avec les initiales de la personne, ici. Donc sinon, après pour sécher le linge, on avait des petits séchoirs comme ça qu'on mettait devant le feu, avec le linge suspendu. Mais ça ne permettait pas de mettre une grosse buée, entre parenthèses. En fait, ce que tu appelles buée, c'est le terme d'époque pour faire bouillir le linge. La lessive hebdomadaire. Ils appelaient la buée parce que ça se déposait partout sur les vitres. Voilà, mais c'était la lessive qui se faisait un jour choisi par la maman, avec des fois un coup de main des enfants. Avec un coup de main des enfants. Et il faut savoir aussi que bien souvent, l'eau de la buée resservait après à laver la maison. Toujours par souci d'économie, on essayait de faire des maximums d'économies. Donc l'eau de la buée servait à nettoyer la maison. Et à l'époque, bien entendu, il n'y avait pas d'eau courante, d'où cet ustensile. Oui, les fameuses pompes à eau, que pratiquement à toutes les maisons, vous aviez cette pompe à eau. Donc c'est ce qui leur permettait d'avoir de l'eau courante, où il y avait une citerne en dessous. C'était la récupération des eaux de pluie. Donc on arrivait, souvent c'était le rôle du maître de maison le matin, c'est d'aller chercher l'eau pour que la maîtresse de maison puisse avoir de l'eau pour la maison. Oui, alors voilà Jean-Michel, nous parlions d'eau courante, et évidemment aussi pour nous,
l'eau, c'est tellement simple, surtout pour les besoins naturels. Mais à l'époque... À l'époque, il y avait justement, pour les besoins naturels, il n'y avait pas d'eau. Donc vous voyez ici justement la reconstitution d'un toilette ancien, hein, que tout le monde connaît. C'est reconnaissable, ce petit cœur très, très répandu. Donc je vais vous ouvrir. Voilà à quoi ressemblaient les toilettes à l'ancienne. Qui généralement étaient disposées en dehors de l'habitation, voire au bout du jardin. Au bout du jardin. Évidemment, pour une question d'odeur, probablement. Problème d'odeur, oui, évidemment. Et puis, il fallait pouvoir aussi vider sans être trop incommodé. Hein. Parce que le purin qui était récupéré servait aussi pour les jardiniers. Quand on récupérait justement tout ce qui était au fond. C'était de l'écologie déjà voilà. Avant l'heure. Et ça servait d'engrais naturel. Donc à l'époque, c'est pareil, il n'y a pas de papier toilette. On utilisait le papier journal quand on avait l'occasion d'avoir du papier journal. Actuellement, chez les collectionneurs, il y a beaucoup d'annuaires. Les collectionneurs recherchent les annuaires ravés en seau. On n'en trouve plus beaucoup parce que justement, ce papier, c'était un papier qui ressemblait étrangement à la soie. Et évidemment, on s'en servait quand on avait fait ses besoins. Donc cette louche que vous pouvez voir ici, ça ne servait pas à la cuisine, ça servait justement à aller récupérer le purin et le mettre dans la bouleuse, comme on disait à l'époque, et on allait après répandre ça sur les cultures, sur les patates, pour avoir quelque chose de meilleur. On arrive à un moment un petit peu sentimental, puisque le sujet qui va arriver, c'est le point de départ, c'est l'héritage familial des parents ou tantes de madame. Hein, voilà, donc tout ça, ça a été préservé à la fin du commerce. C'est vraiment une toute petite partie, malheureusement, de ce qu'il y avait dans ce commerce, parce que nous sommes arrivés trop tard. Les parents de mon épouse avaient déjà commencé à vider le magasin et pas mal de choses sont parties. Et comme vous veniez de dire, justement, c'était le point de départ de se dire, tiens, il y a des belles choses qui partent, ça va s'en aller, les souvenirs vont partir. Et c'était vraiment pour nous le... Le savoir-faire, certains outils qui étaient employés ou certaines choses que peu de gens connaissent justement actuellement. Je vais d'abord commencer par ça. Ce fameux mètre étalon. Donc c'est un mètre étalon qui avait été réformé à l'époque parce qu'il était plus conforme. Donc il y avait des services des douanes qui passaient, qui faisaient les différents commerces, en particulier dans les merceries, et qui contrôlaient régulièrement ces mètres étalons. Donc vous voyez, celui-ci m'a été donné parce qu'il était plus conforme. Donc la simple raison, c'est qu'ici vous voyez ce qu'on appelle l'étalon, et de l'autre côté, l'étalon n'y est plus. Donc en vérité, certains commerçants peu scrupuleux supprimaient un petit centimètre de bois. Pour les personnes, ça ne représentait pas grand-chose si vous achetiez que 99 cm de tissu, mais sur des coupons de plus de 80 mètres ou de 100 mètres, évidemment à la fin, ça représentait une bonne économie. Donc c'est ce qui a permis justement avec ces douaniers de limiter ces fraudes. Donc aussi dans cette vitrine, vous allez y trouver beaucoup de choses. Hein, en particulier, tiens, je vais commencer par ça. À votre avis, à quoi pouvait servir ce genre de choses? Un petit indice, vous pouvez y voir qu'à chaque fois, pratiquement, c'était des publicités sur les magasins de vêtements. Voilà, il s'agirait, je pense, d'une publicité d'un magasin de vêtements, et certainement que ce petit objet était utilitaire pour faciliter le transport. Très utilitaire, oui, justement pour le transport. Bon, il fallait savoir à l'époque, quand vous achetiez du tissu, une robe ou un veston ou un pantalon, c'était emballé dans du papier craft avec une ficelle autour. Cette ficelle avait tendance, au bout d'un certain moment, à couper les doigts. Donc on utilisait cette petite poignée
on passait la ficelle de chaque côté, et c'est ce qui permettait justement de transporter ce linge. Donc la petite anecdote, quand moi j'ai commencé à récupérer différentes choses, j'avais trouvé ces petites poignées, donc j'ai demandé au monsieur qui me les a confiées si je pouvais récupérer les supports de cravate. Donc évidemment, celui-ci, il s'est mis à rigoler en me disant « Mais non, ce n'est pas des supports de cravate. Pourquoi vous me dites que c'est des supports de cravate ?» Donc j'ai connu ça dans les armoires de mes grands-parents. Donc en vérité, mon grand-père avait simplement tendu 2 ficelles dans son armoire. Donc la poignée était comme ça, et ce qui permettait de mettre la cravate sur ce fameux support. Donc là aujourd'hui, je peux moi rectifier en vous disant que ça ne servait pas à mettre les cravates, mais c'était simplement pour faciliter le transport du linge. Et le commerçant en profitait aussi pour mettre sa petite publicité sur le rouleau cartonné. Exactement, donc tout à l'heure je vous disais, c'est encore une façon de faire entrer une publicité dans les maisons et puis de faire diffuser un maximum d'informations. Donc une autre petite chose ici, Gérard, que vous allez peut-être me dire, à quoi ça servait, ce genre de petite chose? Non, là j'avoue mon ignorance. Donc évidemment, c'est pas une cravate, ça ne sert pas à ça du tout. Simplement, à l'époque, les chaussettes, maintenant vous avez des chaussettes qui tiennent avec des élastiques qui sont intégrés. Tandis qu'avant, c'était ça, ce fameux élastique, c'était ça, vous le voyez ici derrière. Là. Donc ça permettait de maintenir les chaussettes et ça donnait une petite élégance. C'est ça, c'était un support chaussette en fait. C'est un support chaussette. Qu'on ne voyait pas évidemment puisque les messieurs avaient des pantalons longs. Exactement. C'était un peu le porte-jartel masculin. C'est le porte-jartel masculin, entre parenthèses. Donc une autre chose ici que je vais vous montrer. Tout à l'heure on était dans les jouets. Là. Alors cette petite machine à coudre n'est pas un jouet. C'est une machine à coudre de voyage. Donc on revient toujours dans les années 1900, les robes qui étaient très longues et qui traînaient par terre. Donc quand les gens aisés partaient en voyage ou en promenade, ils arrivaient fréquemment que les bouts de robe se décousent. Donc il y avait la bonne qui était derrière, qui avait sa petite machine à coudre. Et le soir, on recousait les bas de robe avec cette petite machine à coudre de voyage. C'était probablement dans une petite valise, une valisette. Je pense que ça devait être dans une petite valisette. Que malheureusement, je n'ai pas récupéré, mais je pense que c'était une petite valisette. Une autre chose, cet accessoire, Gérard. Vous qui aimez bien les brocantes ou les ventes aux enchères, à quoi ça peut bien servir? Ça ressemble à un fer, c'est pas un fer à gaufrer? Donc c'est un fer à gaufrer, voilà. Ça servait justement à repasser ou à gaufrer ce genre de petite coiffe. Donc on le chauffait et on le passait à l'intérieur. Ouais, il semble. On gaufrait le truc. Dans les fers à repasser, il y a eu une foultitude de formes qui servaient voilà, à ici différents. vous en avez un autre aussi qui est bien spécifique. Hein. C'était pour redonner de l'éclat au chapeau claque. Donc en vérité, c'était chauffé et on le passait. Ici aussi, vous voyez la forme justement du chapeau et ça permettait de redonner un peu une forme au chapeau. Bon, après, on trouve évidemment beaucoup de bobines de fil, hein. Les petites bobines évidemment. en bois, les boutons de nacre, Voilà. hein, de nacre, d'écailles de tortue. Exactement. Voilà. Donc vous pouvez voir aussi ici le genre d'habits qu'on avait à l'époque. Hein. Des habits très très riches, très brodés, avec des perles un peu partout. C'était vraiment les très beaux habits à l'époque. Oui, enfin pour les gens aisés. Pour les gens aisés, toujours pour les gens aisés. Avec en entourage de col un superbe renard. Avec un superbe renard, oui. Qui n'est pas une imitation synthétique, mais tout à fait renard. tanné d'origine. C'est un vrai renard, oui. Alors aussi, sur l'ensemble qui supporte la fameuse machine à coudre à pédales, hein, la fameuse Singer. La fameuse Singer. On va dire, c'est presque la marque la plus connue. C'est pratiquement la plus connue. Hein. Au niveau des couturières, c'est pratiquement la marque la plus connue, Singer. Un autre petit accessoire, Gérard, je vous demandais à quoi ça peut bien servir cette chose? Jean-Michel, oui, forcément, comme je suis fort amateur d'objets anciens, évidemment, j'en ai. Et c'était une pince de gantier. Voilà. En fait, je donne l'explication. Allez-y. Ah, puis tu me diras si je me trompe. C'est parce que les gants sont cousus à l'envers. Hein. Un gant, quand il est cousu à l'envers. Après, on retourne le gant. Mais pour aller sur le fond des doigts et l'ouvrir, on prenait cette pince. Voilà, tu es en train de le démontrer. Et on écartait les doigts pour leur donner une forme. Exactement. C'est bien l'explication? C'est bien l'explication, c'est bien ça.
beaucoup de rubans, hein, beaucoup de dentelles, des petits... Genre, on aperçoit en hauteur des bavoirs. Hein, c'était des bavoirs. Des bavoirs de bébés. Même un autre où on peut passer les bras. Là, hein, on peut passer les bras ici, oui. Toute une époque, hein, une accessoirerie qui... Maintenant, tout ça, c'est en plastique. Exactement, ouais. Du plastique maintenant. Donc ici, un autre accessoire, les accessoires de communion. Donc vous aviez le brassard, vous aviez la petite image pieuse qui était livrée avec. Et pour les filles, vous aviez ce qu'on appelle l'aumônière, que vous voyez ici. Voilà, ça c'est vraiment typique 1920. Hein. C'est typique 1920. Ouais. Ah ouais. En très bon état. En très bon état, oui, oui, oui. Ouais, ça vient de famille, donc fatalement. Ça vient de la famille. Voilà, c'est bien de préserver préserver, c'est le mot qui convient, ce patrimoine, et d'en faire profiter les autres. On termine là-dessus. Jean-Michel, merci de nous avoir reçus dans cette intimité d'un autre âge. Hein.